Ça aurait été 2 jours assez fascinants et je suis vraiment époustouflé. Ça a été vraiment intéressant et j'aimerais profiter de l'occasion, avant de faire ma présentation, de remercier tous ceux et celles qui ont travaillé à l'organisation de la fête, du sommet et à tous les participants et participantes dans la salle, de voir toutes ces expressions de positif. Je suis très heureuse d'avoir été ici, d'avoir pu aussi commanditer la séance. Je voulais vous faire part d'un commentaire qui a été fait dans les priorités dans le secteur financier. Mais il a dit quelque chose, ah là voilà, il a dit quelque chose ce matin et j'ai de la misère à m'en défaire. Il a dit, j'avais l'habitude de penser que je vivais dans une société, maintenant je vis dans une économie. J'ai trouvé ça assez remarquable de voir comment notre dialogue a changé dans le contexte économique. Mais avec tous ces rêves, et avec tous ces appels à l'action, je dois dire que j'espère vraiment que nous pourrons changer cela parce que j'ai trouvé ça très important. Alors maintenant, je passe à... Plaisir de vous présenter Madame Julie Payette, une femme dont les accomplissements ne peuvent que nous impressionner. Un ingénieur, un astronaute. Une ingénieure, astronaute, elle est allée 2 fois dans l'espace. Elle a 611 heures de vol dans l'espace. Je me demandais ce que cela représentait d'être dans l'espace. Elle me dit, ça doit être fascinant. Elle est une musicienne accomplie, a chanté avec le chœur de chambre de l'Organisme symphonique de Montréal et l'Orchestre baroque de Toronto. Elle est une ingénieure, un diplôme en maîtrise en ingénieur électrique, plusieurs diplômes honoraires, je pense qu'elle en a 21 sur son CV, membre de l'Ordre du Canada, siège au conseil de l'Université Queen et membre du programme d'Anou, le Podium. Un programme ambitieux et regardez voir ce que nous avons fait à Vancouver et ce que nous espérons accomplir à Londres, en Angleterre. C'est un exemple de gens qui, lorsqu'ils rêvent, peuvent avancer dans la vie. En 2011, cette année, elle a accepté une chaire en politique publique au Woodrow Wilson Center à Washington, a été nommée délégué scientifique du Québec aux États-Unis, dans le cadre du ministère du Commerce. Alors, qui d'autre nous parler, en terminant ce sommet, que nous devons oser rêver. Ici présent, en vous souhaitant une très chaleureuse bienvenue. Merci. Il me fait un très grand plaisir d'être avec vous dans ce sommet. Je me sens presque à la maison puisque vous avez à peu près autant d'acronymes que nous en avons à la NASA, lesquels je n'oserais même pas prononcer. Aujourd'hui, c'est la fin de 2 jours qui, j'ai entendu dire, ont été absolument fantastiques et qui vous apporteront beaucoup de pain sur la planche. Mais ça, c'est la fin. Et avant de partir, c'est important de relaxer et de voir que vous n'êtes pas les seuls qui avaient des gros rêves, de gros projets et qui travaillaient fort pour les réaliser. Le commentaire relativement au fait que vous vivez dans une société, et non, vous vivez dans une économie, ah ben, ils ont tout ça de travers. Vous vivez sur une planète, ça s'appelle la Terre. Et il y a 50 ans, c'était impossible pour nous de même penser que nous serions même en mesure de la voir à distance. Mais je vous invite présentement à l'explorer avec moi sur une plateforme qui s'appelle la Station spatiale internationale. Il me fera grand plaisir de prendre quelques questions dans la langue de votre choix. Et j'ai un vol à prendre à l'aéroport d'Ottawa, donc on ne vous gardera pas trop longtemps.
Can we roll the tape, please? I'll step off. Merci. Construction, c'est ce qu'on fait dans l'espace. Ça, c'est le matin, 15 juillet 2009. L'équipe STS 127. La personne à ma droite, je peux pas faire même les deux à la fois. On se dirige sur la plateforme pour la 6e fois. On lance une navette spatiale dans le sud de la Floride, qui était vraiment un pays où il y a beaucoup de... Et on ne lance pas une navette spatiale alors qu'il y a des éclairs. Ici au centre, l'ingénieur du vol, Julie Payette, vous la connaissez peut-être. Enfin, c'est la journée, alors les ceintures. 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Endeavour, completing TiVo and fulfilling Japan's hope for an out-of-this-world space laboratory. $2,2 millions de livres de pétrole qui vous nous lance. Le voyage dure 8 minutes et demie. 8 minutes et demie pour aller dans l'espace. Mais on passe de 0 à 28 000 km à l'heure. C'est-à-dire 28,000. 25 fois la vitesse du son, 8 minutes et demie. On coupe les moteurs, on se défait de gros boosters, on n'en a plus besoin. Et nous voilà dans l'espace. Une fois arrivé, il faut se mettre à travailler tout de suite. On ouvre le cargo pour rafraîchir le matériel et que l'on se mette à mettre en ordre nos ordinateurs et s'établir dans la navette qui va être là, notre chez nous pendant 16 jours. Mais regardez-moi ce coup d'œil, pas mal. À l'intérieur, c'est le cafouillis. Nous sommes très occupés à transformer la fusée en une navette spatiale. On est à mettre sur pied le camp et la première tâche, c'est foncièrement courir et chercher à joindre la navette, la Station spatiale internationale, donc toujours 365 jours par année. Donc, comme vous voyez, le cargo est plein d'équipements. On est une mission en construction. On a de l'équipement pour équiper la Station internationale. On est un des derniers vols. Mais avant, on va faire un petit revirement. Et ça, c'est accéléré. Remarquez bien, on ne tourne pas si vite que cela. Mais l'idée, c'est d'exposer le ventre de la station à la caméra à l'intérieur de la station spatiale pour qu'on puisse photographier, qu'on l'envoie aux ingénieurs pour s'assurer qu'il n'y a pas de brûlement au cours de la période du lancement qui nous empêcherait de revenir en sécurité sur Terre à la fin de la mission. Ensuite, attentivement, on s'aligne sur ce petit cercle qui est notre point d'attache à la station internationale. Et voilà. 2 véhicules pesant des tonnes. Alors on ouvre la calotte et voilà, c'est la fête. On est tellement heureux de se retrouver. La Station spatiale internationale est un laboratoire scientifique où on fait des exercices de sciences de base. Ce n'est pas votre hôtel Delta. Alors c'est un peu différent, mais faisons une petite tournée. Ça c'est vu de la fenêtre de la cabine de la navette. Alors on s'oppose avec nos mains parce que on est dans l'apesanteur, on est à l'étage inférieur de la navette. En fait, si vous voyez une fille dans la vidéo, c'est moi. Alors, un demi-tour, 90 degrés, jusqu'à ce qu'on arrive au lien entre la navette et la station spatiale. Et c'est une station internationale, donc nous avons des modules qui ont été faits dans différents pays, dans différentes personnes,
même avec des systèmes de mesures différents. Parce que vous vous rappelez, nos amis aux États-Unis utilisent toujours le système impérial et les gens du Royaume-Uni, alors que les autres sont au système métrique. Ça, c'est Bob Cerf, le Canadien, collègue, et on est à l'intérieur du modèle japonais. Mon sac de couchage est là. Voilà où je dors, où je couche dans le camp pendant qu'on est à la station spatiale. Nous avons 2 hublots et j'ai une très belle vue de la structure extérieure de la station. Alors, on revient à l'intérieur. On sort du module japonais. Voici le module européen. Et voilà, on entre le laboratoire Destiny américain. Ce curieux kiosque, c'est le coin pour les astronautes qui passent 6 mois sur la station internationale. Ils ont besoin d'un peu de privé. Et au cours de cette période de temps, on a vu un astronaute qui faisait des exercices de vélo. Mais alors, à cause de la pesanteur, on ne se sert pas autant de nos jambes et de nos bras qu'on le ferait sur Terre. Alors, il faut faire des exercices tous les jours. Sinon, on ne pourrait pas marcher au retour sur Terre. Voilà la chambre où il y a décompression pour aller à l'extérieur, habillés dans nos costumes. Ceci, c'est une frontière assez importante. C'est la limite entre la section américaine et la section russe. On est dans le module russe, vers le 2e module russe, et tout en saluant dans le corridor les 2 navires ou des capsules. Ce qu'il y a de bien, c'est que sur Terre, alors qu'on fait le tour, on n'a pas eu à faire preuve qu'on avait un passeport ou un visa, et n'importe qui peut utiliser tout ce qu'on partage. Ce n'est pas parce que c'est la municipalité ou le gouvernement provincial ou autre, c'est que ça appartient à tout le monde. C'est une des leçons qui est assez intéressante. Cette mission-là était une mission de construction. Nous étions là pour attacher des pièces à la station spatiale. Nous avions à vider la section cargo de la navette et de fixer le matériel à la station spatiale. Alors pour cela, et soyez-en fiers, on avait 2 articles, le Canadarm, le bras canadien, et le bras canadien 2 qui est attaché de façon permanente à la Station spatiale internationale. On ne peut pas placer une pièce d'équipement directement avec un seul des bras. On a besoin des 2. Alors on appelle ça la poignée de main des bras robotiques. Je dirais que les choses s'accélèrent dans les vidéos parce qu'il y a beaucoup à montrer, on a peu de temps, mais accélérer, c'est un euphémisme parce que on y va vraiment, vraiment lentement, alors que nous déplaçons des tonnes d'équipements tout près de la structure. Mais si vous avez du matériel au bout du bras, vous voulez être les premiers qui ayez frappé la station spatiale avec une pièce d'équipement canadien pour y causer des dommages. Ce n'est pas une façon de mériter un salaire. Alors, nous avions 3 bras canadiens et jamais dans nos opérations, on ne travaille jamais seul, à moins que ce soit vraiment pas critique, comme par exemple allumer un interrupteur. Nous travaillons toujours par équipe de 2, d'au moins 2, pour, par exemple, lorsque on dirige la navette vers la station spatiale, on est vraiment 5 dans la cabine qui travaillons de façon chorégraphiée. La raison pour laquelle nous le faisons, parce que tout le monde est appelé à faire des erreurs et pour minimiser les erreurs, atténuer les erreurs, c'est la raison pour laquelle il est mieux d'avoir plusieurs cerveaux au lieu d'un seul. Et les gens de la robotique ont des pièces d'équipement et on a les gros gars qui vont enfiler leur costume, vont aller à l'extérieur et se servir de la dextérité des mains humaines pour raccorder les câbles et foncièrement s'assurer que le système va fonctionner dans la station spatiale. Pour cela, on les tasse dans un petit trou. Vous voyez les pieds du premier. On ferme la porte, dépressurisation, et ils sortent de l'autre côté.
Quelle journée formidable de travail. Bien sûr, les gens de la robotique sont au travail également parce qu'on utilise le bras canadien pour transporter les gens qui font la marche dans l'espace, mais cela leur sert aussi de plateforme pour s'ancrer les pieds et pour ensuite exercer une certaine pression sur leurs outils. Parce que le manque d'apesanteur, lorsque vous flottez dans une direction ou dans l'autre, et à force égale. Alors voilà, voici l'arrière-plan. Notre tâche était d'installer et de finir d'aménager une plateforme pour les Japonais, parce qu'on fait beaucoup de planification comme vous faites au sein de votre organisation. Et comme c'est quelque peu difficile à joindre et à se réapprovisionner, comme il n'y a pas de Home Depot, ou il n'y a pas d'épicerie tout près, il faut tout apporter de façon très prudente. On est limité aussi pour l'entreposage. Donc, il s'agit de savoir quelles sont les pièces que nous allons accorder et qu'est-ce qui peut rester sur Terre. Alors, on avait une antenne de rechange, une pompe, quelques systèmes électriques et on a remplacé la pile d'un système électronique. En voilà une. C'est pas une pile AA. C'est un peu... En tout cas, c'est énorme. Il a fallu en remplacer plusieurs. La façon dont nous produisons l'électricité, c'est assez remarquable. On capte les rayons du soleil par le biais de ces antennes. Il y en a 4 paires d'antennes. Et ce sont des cellules photovoltaïques. Et à ce moment-là, le tout est transformé en énergie à l'intérieur de la station spatiale. Mais la station spatiale fait le tour de la Terre, ça lui prend 1h30 et passe la moitié de ce temps-là dans la noirceur. Non, ce n'est pas un débris spatial, ce sera désintégré. Donc la moitié de cette orbite d'1h30 est passée dans l'obscurité, l'autre dans la lumière. Alors, si on utilise les rayons du soleil pour produire de l'électricité, ça ne fonctionne pas. Durant la période d'obscurité, on a besoin des batteries. Et on a des caméras pour se photographier, pour montrer à nos enfants, à nos petits-enfants. Pouvez-vous imaginer une journée de travail comme ça? Et voici l'étoile de force que vous voyez derrière vous. Ici, c'est un genre d'attelage sécuritaire. C'est très important, ça vous connecte avec la station spatiale. Vous ne voulez pas vous éloigner trop de la station spatiale. Il y a quelque chose qui est assez fascinant dans l'absence de gravité. Premièrement, au début, en fait, c'est assez difficile, mais vous pouvez devenir Superman si vous voulez. Tout ce que vous devez faire, c'est de faire une petite poussée et puis laisser aller. Vous pouvez faire des pirouettes. N'essayez pas ça chez vous. C'est très amusant. C'est très différent des expériences normales des terriens. Il y avait 6 personnes à bord de la station. Normalement, on était 7 dans la navette spatiale, donc un total de 13. Et le soir, on se réunit tous et nous partageons un repas. Nourriture très bonne, c'est pas des comprimés, ce n'est pas trop bizarre, c'est de la nourriture normale, mais déshydratée, et qu'on réhydrate avec notre système d'eau. Nous n'avons qu'à attendre quelques instants avant d'ouvrir le sachet. Vous pouvez en fait mettre votre tortilla voici des œufs réhydratés qui flottent. En fait, il y a certaines pratiques. En fait, si vous voyez quelque chose qui flotte, qui est édible, vous devez le manger. Sinon, il faut nettoyer le filtre régulièrement. À la fin de la période de 11 jours, les 13 passagers se sont réunis pour une dernière conférence de presse. On n'a pas trop entendu beaucoup parler de cette mission-là parce que ça a été très bien. Il n'y a rien de spectaculaire ou de juteux qui est survenu. C'était une phase d'un projet bien planifié qui a
construit la station spatiale. C'est la taille de 2 terrains de football, cette station. C'est construit dans un des endroits les plus inhospitaliers à l'extérieur de l'atmosphère terrestre. Et grâce à la collaboration de 5 agences spatiales russes, américaines, Canada, Japon et 15 pays qui composent l'Agence spatiale européenne. Pour l'heure, en fait, c'est l'œuvre de génie la plus formidable jamais accomplie. Nous faisons des expériences scientifiques pour accroître le savoir qui vont nous profiter ici même sur la planète. Alors peut-être une autre leçon à tirer. C'est un peu comme le fonctionnement des Nations Unies. On n'entend pas beaucoup parler parce que ça fonctionne. Ces dernières photos, images, quelque chose vient de sortir de la salle de cargo. Ici, ce sont des satellites éducatifs que les étudiants peuvent suivre, qui reflètent beaucoup la lumière, donc c'est facile de suivre ces satellites à partir de la Terre pour vous informer sur l'orbite, fonctionnement d'orbite. Et ici, à l'horizon, vous voyez une petite ligne bleue, en fait, c'est l'atmosphère. Fin de mission, l'équipe retourne à leur siège. Nous voyageons 24 fois la vitesse du son. Dès qu'on entrera dans l'atmosphère, de la supérieure, en fait, c'est vraiment chaud à l'extérieur du vaisseau. On n'en sent rien, par contre, à l'intérieur. Mais la gravité commence à exercer de la pression et on se sent très lourd. C'est difficile à réaliser à quel point on peut se sentir lourd. Donc, on n'a pas de contact avec la Terre pendant une période, on va atterrir au centre Kennedy, la Floride du Sud. 10 secondes avant l'atterrissage, nous déployons le parachute. Alors voici. C'est le 29 juillet 2009. Alors, parachute encore une fois pour réduire la vitesse. On n'a pas de moteur qui nous permettrait de corriger la direction. Alors, on est vraiment fiers de faire partie de l'équipe. On peut donner l'impression qu'on est fort et solide, mais en fait, non. On a les jambes un peu molles parce qu'on a passé beaucoup de temps en absence de gravité. Alors, c'est ce genre de choses qu'on peut faire lorsque vous osez entreprendre un projet. Merci. J'espère que vous avez bien aimé. Et si ce n'est pas le cas, vous vous demandez peut-être pourquoi un astronaute? Bon, c'est intéressant de travailler dans une station spatiale avec des gens de différents pays, mais quel lien ça a à voir à tout ça avec nous? En fait, il y a beaucoup. Il y a très peu de différence entre les gens qui travaillent à quelque chose pour lequel ils sentent une passion. Plusieurs nations, en fait, ont cru dans ce projet d'envergure de la Station spatiale internationale. Ça a pris des années à préparer, à mettre en œuvre, et maintenant cette station est pleinement fonctionnelle. Il a fallu convaincre beaucoup de gens, parce que ce genre de projet nécessite beaucoup de financement, tout comme vous devez trouver du financement pour vos rêves, vos projets, votre volonté, en fait, de façonner l'avenir. Tout comme vous, même si on obtient du financement, il n'y en a jamais suffisamment pour tous les projets. On doit sélectionner, on doit établir des priorités. Alors, tout comme vous aussi, on doit composer avec une diversité de personnes, différentes compétences. Et tout comme vous, nous croyons fermement qu'en travaillant ensemble en tant qu'êtres humains, en tendant la main,
plutôt que d'être ennemis, en étant amis donc, et que nous tous ensemble, la somme de nous tous est plus grande que des parties individuelles. Et tout ça fait la différence. Donc, vous êtes, dans une certaine façon, des astronautes, des rêveurs comme nous sommes. Et il y a toujours des choses à faire, ça n'arrêtera jamais. Les êtres humains ne cesseront jamais d'explorer et de repousser les frontières un peu plus loin. En fait, c'est une tendance humaine qu'on retrouve depuis des millénaires. Et vous faites un peu la même chose, vous repoussez les frontières de ce qui est possible de faire pour nous aider, pour aider les gens, tendre la main, donner des choses aux autres qui en ont besoin, s'assurer que les gens participent. J'espère que si on se réunit à nouveau dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, que vous aurez une conférence pour discuter de la façon dont vous avez traduit vos discussions en des gestes, en des actions. En écoutant une partie des discours que j'entends tantôt et en discutant avec Larry Pearson, je me suis dit, c'est tellement important ce que vous faites pour notre société. C'est vraiment essentiel de se redéfinir constamment. Il est très important aussi qu'on relie plus de gens. Ce que vous faites, en fait, ça fait partie de la société, mais nous devrions tous y participer d'une façon ou d'une autre. Alors, lorsque vous retournez dans vos collectivités, dans vos villes, partout au pays, pourquoi ne pas lancer une campagne et dire, tout le monde devrait être bénévole. Enfin, votre personnel aurait dû filer à retordre. Au moins 1 heure par année. C'est pas beaucoup, mais imaginez ce qu'on pourrait accomplir en tant que Canadiens si tous les 35 millions d'entre nous donnaient une heure par année, au moins. Aller dans les écoles pour parler d'éducation et de bénévolat. Peut-être que je suis trop rêveuse, mais de toute façon, c'est tout ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. Si j'avais un peu plus de temps, j'aimerais répondre à quelques questions. Please, always. Et je vous demande de toujours oser rêver. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne peux rien voir parce que je suis aveuglé par les projecteurs. Alors, Yann? Quelqu'un essaie de se rendre au micro? Ah, mais je peux trouver une question s'il n'y en a pas. Ah, vous en avez une. Ah, une des premières questions qu'on a pour vous. Est-ce que vous avez jamais peur? Et comment composer avec la partie émotionnelle du voyage spatial? Cette personne dit, je suppose qu'on se sent un peu dans les vapes ou dans les nuages, même si le danger n'est pas aussi sérieux. Bon, on a peur d'une chose en particulier, je l'ai mentionné, je pense, dans la présentation vidéo. C'est que nous avons peur de commettre une erreur. Et c'est la chose, en fait, qui nous préoccupe constamment. Il y a des erreurs qui pourraient vraiment être néfastes pour nos vies. Mais vous faites partie d'une équipe aussi. Et ce que vous faites dans les années de formation, vous vous préparez pour la mission spatiale et durant cette formation, vous apprenez que vous n'êtes pas important, en fait, en tant qu'individu, en tant que personne. Vous êtes moins important que l'équipe et la mission et l'objectif et le but. Et vous apprenez que pour être un bon
membre d'équipe, vous devez être compétent dans ce que vous faites parce que vous avez le contrôle sur vos compétences. Bon, si vous avez mal à la tête, ne le dites pas. Présentez-vous au travail et prenez une petite pilule. Parce qu'on est là plusieurs jours, 16 jours, et l'équipe a besoin de vous complètement. Et l'autre chose, il faut être compétent. Lorsque les gens savent ce qu'ils doivent faire et qu'ils ont reçu la formation adéquate et la préparation voulue, peuvent accomplir des choses extraordinaires. Donc, nous avons peur que nous ne pourrons pas livrer la marchandise et qu'on va, on ne pourra pas servir l'équipe. Je ne sais pas combien il y a d'ingénieurs dans la salle, mais on a tendance à ne pas être vraiment éloquent par rapport à ce genre de questions, mais c'est extraordinaire. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est merveilleux de voir la planète à une distance de 350 km. Elle est bleue, blanche, plusieurs tons de bleu, une myriade de tons. C'est comme une boule de marbre sur une toile de fond d'infinité. Et cette petite ligne d'atmosphère qui nous permet de vivre sur cette planète. Les voyages spatiaux commerciaux s'en viennent. Au cours de la prochaine décennie, il y a bien des gens qui vont en profiter. Et je suis pas mal certain que mes enfants vont aller dans l'espace, du moins pour voir la planète. Et une fois que nous aurons tous vu la planète de cet angle-là, nous n'allons plus traiter la planète comme on le fait actuellement. Une autre question? Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé? Qu'est-ce qui vous a le plus motivé pour devenir astronaute? Et pour ce qui est de votre formation, qu'est-ce qui vous a le mieux préparé pour un travail collaboratif? La première question. Combien d'entre vous dans cette salle vous rappelez de la mission Apollo 11 et l'alunissage? Eh bien, moi, je ne m'en rappelle pas. C'est pas que j'étais pas né, j'étais né. Mais je me souviens pas parce que ma mère m'a dit que j'étais peut-être couché. Mais je me rappelle, et j'aime bien raconter cette histoire aux États-Unis, surtout parce que je me souviens que j'étais assise dans une salle de classe à une école primaire à Montréal et regarder certaines de ces missions vers la Lune qui sont produites seulement entre 69 et 70. La dernière mission, Apollo 17, c'était en 72. Et je me rappelle de me dire, j'aimerais faire ça. J'aimerais revêtir la combinaison spatiale, je vais aller dans une fusée et je veux conduire le Jeep lunaire surtout. J'en ai acheté un depuis, mais c'est juste un Jeep ordinaire. Mais ça ne m'a pas traversé à l'esprit à ce moment-là que, surtout en 1970 ou quelques, je n'appartenais pas à la bonne nationalité, bon sexe. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient, ces gens-là. Et personne de ma famille sont des militaires, ont piloté des avions. Et peu importe, quand vous avez 10 ans, vous voyez quelque chose et vous vous dites, pourquoi je ne pourrais pas faire ça? Et c'est ce qui s'est passé. Je pensais que c'était la chose la plus formidable à faire. Et la plupart des gens dans cette salle vont savoir. Je savais que c'est ce que je voulais faire, même si les chances que je puisse réaliser ça étaient vraiment maigres. Mais personne dans ma famille, et mon père et ma mère en particulier, ont essayé de me convaincre de ne pas le faire. Ils m'ont dit quoi? Tu veux devenir astronaute, étudier et travaille fort. Et je pense que c'est le message qui peut s'appliquer partout. Et vous me demandez qu'est-ce qui m'a préparé à travailler de façon collaborative. Les grandes familles québécoises, d'une part. Mais l'autre chose que je dirais, en fait, que j'ai bien apprécié, j'en suis vraiment reconnaissante, en 1976, c'était les Jeux olympiques à Montréal. J'avais 13 ans à l'époque, et ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'ai réalisé qu'il existait tout un monde à l'extérieur de Montréal, avec une multitude de langues et tous les gens extraordinaires
C'est ça qui m'a vraiment incité à croire que je n'étais pas simplement un citoyen de Montréal, de Québec ou de Canada, mais du monde entier où nous habitons. Et je suis très fier de l'être. Merci beaucoup. Alors, très bonne session. On applaudit encore. Madame Payette, s'il vous plaît. J'ai quitté mon corps pendant 25 minutes environ. C'était une expérience formidable. On vient inviter Marcel Lauzière pour remercier officiellement Madame Payette. Wow! Madame Payette, quel honneur. Merci beaucoup. Vous nous avez fait voyager et rêver malgré l'âge de certains d'entre nous. Merci beaucoup. What you said is... Ce que vous avez dit, c'est tellement pertinent à nos discussions. Après ces 2 journées de travail, de vous entendre, vous, astronautes, nous parler de choses qui sont vraiment pertinentes, qui vont susciter nos réflexions pendant très longtemps sur la façon dont on travaille et à quel point les problèmes que nous sommes confrontés ne sont pas uniques à ce secteur. Votre passion aussi pour la mission, la collaboration va nous inspirer. Et le fait que nous sommes tous des astronautes rêveurs, en fait, c'est très bien accueilli. Merci.